Il aurait pu en être autrement. C'est la pensée qui revient, tenace, quand on creuse dans les archives de ces années folles du XVIe siècle. Pendant près d'une décennie, la France, pas l'Angleterre, pas les Pays-Bas, pas le Portugal, la France avait déjà planté ses couleurs en Amérique. Des colonies fonctionnelles, des alliances avec des peuples autochtones, des forteresses, des rêves. Des hommes et des femmes qui cultivaient la terre sur ce continent et qui entendaient y rester pour toujours. Et si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un de citer la première colonie européenne permanente sur le sol américain, on vous répondra presque toujours Jamestown, en Virginie, fondée par les Anglais en 1607. Ou Plymouth, les pèlerins du Mayflower. Personne ne cite Fort Caroline. Personne ne parle de la France antarctique au Brésil. Ces noms ont été effacés, non pas par le temps, mais par le sang. Voici ce que les manuels scolaires passent sous silence. Avant que les Anglais n'aient même songé sérieusement à coloniser l'Amérique, les Huguenots, ces protestants français poursuivis pour leur foi, avaient déjà traversé l'Atlantique 2 fois. Ils avaient construit des forts, noué des alliances, semé des champs. Et ils avaient tout perdu. Non pas parce qu'il manquait de courage ou de ressources, mais parce que la guerre religieuse qui ravageait la France les avait suivis jusqu'au Nouveau Monde, comme une maladie qu'on emporte dans ses bagages sans le savoir. C'est l'histoire que nous allons raconter. Une histoire de foi et de trahison, de rêves impériaux et de massacres au petit matin. Une histoire qui aurait pu changer la face du continent américain et qui s'est effondrée à cause de querelles sur le pain et le vin de la Seine, à des milliers de kilomètres de Paris. Si vous aimez ce genre d'histoire, celle qu'on ne vous a jamais racontée, celle qui se cache derrière les grandes dates officielles, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour que cette vidéo touche davantage de personnes. Et dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment ? Je suis toujours curieux de savoir depuis quel coin du monde cette histoire vous rejoint. Maintenant, remontons le temps, jusqu'à une baie qui s'appelle Guanabara, et jusqu'à un homme qui pensait avoir trouvé la solution à tous les maux de la France. Nous sommes en novembre 1555. 2 navires français s'approchent lentement d'une côte déchiquetée, couverte d'une végétation d'une densité presque obscène. Le ciel est d'un bleu qui n'existe pas en Normandie. L'air est chaud, lourd, parfumé d'une façon que les marins ne savent pas nommer. Devant eux s'ouvre une baie immense, une des plus belles du monde, ce qu'on appellera un jour la baie de Rio de Janeiro. Et sur la plage, des silhouettes. Des hommes presque nus, les corps peints de rouge et de noir, qui regardent ces géants de bois flotter sur l'eau avec une curiosité mêlée de méfiance. À bord du vaisseau de tête se tient Nicolas Durand de Villegagnon, vice-amiral de Bretagne, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, homme d'une intelligence redoutable et d'un caractère qui rend fou quiconque l'approche de trop près. Il a 45 ans, une barbe taillée au carré et une certitude absolue d'être en train d'écrire l'histoire. Il n'a pas complètement tort, mais pas de la façon dont il l'imagine. Villegagnon n'est pas arrivé là par hasard. Derrière lui se profile l'ombre de Gaspard de Coligny, l'amiral de France, l'homme le plus influent du camp protestant. Mais aussi, à cette époque, un conseiller écouté à la cour royale, bien avant que la fracture confessionnelle ne devienne totale. Coligny a soutenu l'expédition, en a encouragé le financement, y a vu une opportunité à la fois politique et coloniale. Mais l'initiative première vient de plus haut encore, de la couronne française elle-même, désireuse de concurrencer le Portugal sur ses côtes brésiliennes que Lisbonne revendique depuis des décennies, sans vraiment les tenir. Villegagnon est l'homme choisi pour incarner cette ambition. Ce qu'il croit vraiment, au fond de lui, personne ne le sait avec certitude. Et cette opacité va tout changer. L'idée n'est pas nouvelle. Des marins normands fréquentent la côte brésilienne depuis des décennies, commerçant avec les tribus Tupinamba, échangeant des haches de métal contre du bois de teinture précieux, ce qu'on appelle le bois Brésil. Ces marins ont laissé derrière eux des hommes qui ont appris les langues locales, des truchements capables de servir d'interprètes, et parfois des enfants métis qui regardent la mer avec les yeux de 2 mondes. La route est connue. Ce qui manquait, c'était la volonté politique d'y construire quelque chose de durable. Villegagnon débarque sur un petit îlot au milieu de la baie. On commence à construire le fort Coligny en l'honneur du grand amiral. La colonie a un nom ambitieux, presque poétique. France Antarctique. Non pas parce qu'elle est proche du pôle Sud,
elle en est à des milliers de kilomètres, mais parce que le Brésil se trouve à l'Austral, au-delà des tropiques, dans ce que les géographes du XVIe siècle appelaient les terres antarctiques. Une France nouvelle, une France du Sud, une France libre. Les premiers mois sont étranges, précaires, et pourtant porteurs d'une énergie particulière. Les colons, plusieurs centaines de personnes à l'apogée, apprennent à survivre dans un environnement qui n'a rien à voir avec les bocages normands ou les plaines poitevines. Les hommes de Villegagnon concluent une alliance avec les Tupinambas, qui voient dans ces Français une protection contre leurs ennemis traditionnels, les Portugais, qui revendiquent ces territoires depuis le traité de Tordesillas et qui regardent d'un très mauvais œil cette intrusion française sur leurs précarés. Ce qui est remarquable, c'est que cette alliance franco-Tupinamba fonctionne. Les Français respectent les usages locaux mieux que les Portugais ne l'ont jamais fait. Il y a des échanges, des repas partagés, une forme de coexistence qui surprend les Européens, habitués à ne penser la colonisation que comme une domination brutale. L'historien Franck Lestringant, grand spécialiste de cette période, a montré que l'expérience brésilienne a nourri la pensée humaniste française. C'est de là que viendra, quelques décennies plus tard, la réflexion de Montaigne sur les cannibales, ce texte fulgurant qui retourne le regard européen sur lui-même. Mais Villegagnon est un homme complexe. Certains diraient contradictoire, d'autres diraient tout simplement impossible à vivre. Il a sympathisé avec les réformés pour obtenir certains appuis, mais personne ne sait vraiment où vont ses convictions profondes. Ce flou va devenir le germe de la catastrophe. Au printemps 1557, 3 navires arrivent de France. Ils transportent plusieurs centaines de nouvelles recrues, dont une poignée de calvinistes, envoyés directement par Jean Calvin depuis Genève. Parmi eux, un jeune homme studieux et observateur, qui va devenir la voix principale de cette aventure brésilienne pour la postérité, Jean de Léry. Futur pasteur, futur auteur d'un récit de voyage qui fera date dans l'histoire de la littérature française. Mais pour l'instant, il n'est qu'un jeune théologien naïf qui découvre un monde qui lui coupe le souffle. Les calvinistes débarquent pleins d'espoir. L'île est petite, le fort est rude, mais l'ambiance semble fraternelle. Pour quelques semaines, tout va bien. Les discussions théologiques animent les soirées, on partage les repas, on chante des psaumes ensemble. Léry racontera plus tard la beauté étrange de ces moments. Des voix françaises qui s'élèvent dans la nuit tropicale, au milieu du cri des singes et du ressac de l'Atlantique. Puis la fissure apparaît. Elle commence, comme si souvent dans l'histoire des grandes catastrophes, par une question qui semble absurde au premier regard. Qu'est-ce que le pain et le vin de la Seine ? Pour les catholiques, ils deviennent réellement le corps et le sang du Christ, la transsubstantiation. Pour les calvinistes, il s'agit d'une commémoration symbolique, pas d'une transformation physique. En France, ce débat couvait depuis des décennies, alimentant des pamphlets, des sermons, des violences. Sur cet îlot brésilien, il va exploser avec une violence qui laisse pantois. Villegagnon, dont la vraie position théologique n'a jamais été claire, commence à pencher ostensiblement du côté catholique. Peut-être a-t-il toujours été là. Peut-être craint-il de perdre le soutien de la couronne française, qui reste officiellement catholique. Peut-être, tout simplement, trouve-t-il les calvinistes trop arrogants, trop sûrs d'eux, trop enclins à remettre en question son autorité. Ce dernier motif est le plus crédible. Villegagnon n'admet pas qu'on conteste ses décisions sur quoi que ce soit. Les disputes théologiques deviennent des disputes politiques. Les disputes politiques deviennent des accusations. Les accusations deviennent des procès. 3 pasteurs calvinistes sont arrêtés, jugés par Villegagnon en personne. 2 d'entre eux sont jetés à la mer, les mains liées. Le 3e est étranglé avant d'être jeté. Des exécutions pour une querelle sur la nature du pain consacré, à l'autre bout du monde, dans un fort de pieux de bois et de boue sous un ciel brésilien. Jean de Léry, lui, a réussi à fuir. Il vivra parmi les Tupinambas pendant des mois, attendant un navire qui le ramènerait en France. Ces mois passés avec les Indiens vont transformer sa vision du monde et lui donneront matière à écrire, bien des années plus tard, son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, un texte qui fascine encore les anthropologues et les historiens aujourd'hui. Léry a cette phrase extraordinaire, quand il compare les pratiques des Tupinambas aux horreurs qu'il a vécues en France pendant les guerres de religion. Il y a plus de barbarie, dit-il, en nos mœurs européennes qu'en celles de ces peuples qu'on appelle sauvages. Il faut s'arrêter un instant sur ce que cette phrase signifie. Un jeune théologien calviniste,
après avoir vu des hommes jetés à la mer par un catholique sur une île brésilienne, après avoir vécu avec des peuples que l'Europe considère comme des primitifs, arrive à cette conclusion. La vraie barbarie, c'est nous. C'est une pensée qui aurait dû changer l'histoire, et qui n'a pas suffi à le faire. La colonie se vide, les calvinistes partent, Villegagnon lui-même rentre en France en 1559, dégoûté ou simplement battu. Il laisse derrière lui un neveu pour gérer ce qui reste, pas grand-chose. Les Portugais, qui ont regardé tout cela avec une hostilité croissante, décident qu'il est temps d'agir. Au printemps 1560, une flotte portugaise considérable attaque l'île. Le fort Coligny tombe en 3 jours. Les derniers Français fuient sur le continent avec l'aide de leurs alliés Tupinamba, mais sans fort, sans ravitaillement, sans espoir de renfort, leur position est intenable. Quelques années plus tard, les Portugais reviennent en force et écrasent définitivement ce qui reste de la présence française. La France antarctique n'existe plus. Elle n'aura duré qu'une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Et pourtant, cette période a produit quelque chose d'extraordinaire. Une littérature, une réflexion sur l'altérité, une remise en question de l'idée même de civilisation. André Tevet, le cosmographe royal qui avait accompagné une expédition brésilienne, publie ses singularités de la France antarctique. Un texte qui offre aux lecteurs européens leur premier aperçu détaillé de la vie des peuples Tupinamba. Léry répondra à Tevet des années plus tard avec une version très différente de la même réalité. Ce débat entre les deux hommes, à travers leurs livres, est l'un des premiers exemples de ce qu'on appellerait aujourd'hui une controverse anthropologique. Mais revenons à Coligny. L'amiral a suivi la débâcle brésilienne de loin et il n'a pas renoncé. L'idée d'un refuge américain pour les Huguenots reste vivace dans son esprit. Si le Brésil est perdu, il faut regarder ailleurs. Il faut regarder vers le nord, vers ces côtes immenses que les Espagnols revendiquent mais n'occupent pas vraiment. Ces terres que les cartographes appellent la Floride et qui s'étendent bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui sous ce nom. Ce sont des terres disputées, des terres où la présence européenne reste fantomatique, des terres où, peut-être, une colonie française pourrait s'implanter avant que quiconque ne réagisse. Coligny réfléchit. Il cherche l'homme qu'il lui faut. Pas un théologien, pas un aventurier incontrôlable. Un marin. Un homme de Dieppe, cette ville normande qui a produit quelques-uns des plus grands navigateurs du XVIe siècle. Un homme qui connaît l'Atlantique comme il connaît la paume de sa main, qui a servi sous les meilleurs amiraux, qui est protestant par conviction et non par calcul. Un homme qui croit vraiment à ce projet, et qui aura la force d'y entraîner des centaines d'autres. Cet homme s'appelle Jean Ribaut. En France, pendant que Coligny prépare cette nouvelle expédition, la situation politique continue de se dégrader. L'édit de janvier 1562 a accordé aux Huguenots le droit de tenir leur culte hors des murs des villes, une concession que les catholiques radicaux, emmenés par les Guises, refusent d'accepter. Le 1er mars 1562, à Vassy, en Champagne, des hommes armés du duc de Guise massacrent une assemblée de protestants réunis dans une grange. La nouvelle se répand comme une flamme dans de l'herbe sèche. Des villes entières s'embrasent. La France bascule dans la première des guerres de religion, il y en aura 8 en tout, sur 40 ans, une suite de saignées qui vont exténuer le royaume. C'est dans ce contexte, une France qui saigne, des Huguenots qui cherchent à la fois à survivre et à ne pas céder un pouce de terrain, que Ribaut et ses hommes appareillent de Dieppe au cœur de l'hiver 1562. Ils sont nombreux, des soldats, des artisans, des marins, des hommes de foi. Ils traversent l'Atlantique avec dans la tête une carte imprécise et dans le cœur une conviction qui leur tient lieu de boussole. Ce qu'ils vont trouver de l'autre côté de l'océan dépasse ce qu'ils ont imaginé, et ce qui les attend va dépasser tout ce qu'ils auraient pu craindre. La côte apparaît un matin de mai par une mer d'huile. Pas de tempête, pas de dramatique émergence des terres à travers les brumes, juste cette ligne verte, longue et basse, qui grandit lentement à l'horizon, tandis que les navires avancent vers le nord-ouest. Un rivage plat, couvert d'une forêt tellement dense qu'elle semble un mur vivant, interrompu par des embouchures de rivières larges comme des bras de mer. Et partout, cette lumière. Une lumière qui n'a rien à voir avec celle de la Normandie. Plus dure, plus blanche, qui rebondit sur l'eau et fait mal aux yeux des hommes qui n'ont pas dormi depuis des jours. Jean Ribaut se tient à la proue de son vaisseau et regarde.
Il a la peau tannée par des années de mer, un regard que ses contemporains décrivent comme à la fois calme et inflexible. Il ne dit rien. Autour de lui, ces hommes se penchent par-dessus les bastingages, scrutent cette côte inconnue avec des yeux écarquillés par quelque chose qui ressemble à de la stupeur. Ils ont traversé un océan entier. Ils sont vivants. Et ce qu'ils voient est plus grand, plus vert, plus sauvage que tout ce qu'on leur avait décrit. Les navires s'engagent prudemment dans l'embouchure d'un fleuve que les Français nomment le fleuve de mai. Ils arrivent au mois de mai, et ce genre d'évidence leur suffit comme baptême. Ce fleuve, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la rivière St. John's, en Floride du Nord. Les eaux sont douces, sombres, bordées de cyprès immenses aux racines tentaculaires qui plongent dans la rivière comme des doigts. Des oiseaux blancs, en nombre presque incroyable, s'envolent au passage des navires dans un fracas d'ailes et de cris. Les hommes regardent et ne parlent pas. Et puis les pirogues apparaissent. Elles sortent de la rive comme des ombres qui prennent forme. Longues, effilées, manœuvrées par des hommes aux tatouages élaborés, aux cheveux noirs rassemblés en un chignon haut. Ce sont les Timucua, l'un des peuples qui habitent ces côtes depuis des temps immémoriaux. Ils avancent sans hésitation vers les navires étrangers, signe que la curiosité l'emporte sur la crainte, ou peut-être signe qu'ils ont déjà vu des voiles européennes, pas assez souvent pour en être familiers, mais assez pour savoir que la fuite n'est pas toujours la meilleure réponse. Ribaut fait descendre une chaloupe. Il s'y installe lui-même avec quelques hommes et des cadeaux, des miroirs, des peignes, des morceaux de tissu rouge. Le protocole du contact est rodé depuis des décennies dans les ports normands. On commence par les gestes, pas par les mots. On tend quelque chose, on attend. On regarde si la main qui reçoit tremble ou non. Elle ne tremble pas. Le chef Timucua, les Français l'appelleront Saturiwa, bien qu'il mette un moment à apprendre son nom, reçoit les cadeaux avec une dignité tranquille. Il touche le tissu rouge, l'examine, dit quelque chose que personne ne comprend. Puis il fait signe aux Français de le suivre jusqu'à la rive. Ce premier contact est étonnamment doux. Les chroniques françaises le racontent avec une sorte d'émerveillement presque enfantin. La générosité des Timucua, la nourriture qu'on leur offre, les femmes qui regardent de loin avec une curiosité non dissimulée, les enfants qui s'approchent des étrangers sans peur. Ribaut est un homme intelligent. Il comprend immédiatement que tout dépend de ce moment, que l'alliance ou l'inimitié avec ces peuples décidera du sort de sa colonie avant même qu'il ait posé une seule pierre. Il traite Saturiwa en égal, pas en sujet, pas en être inférieur, en égal. C'est une décision à la fois éthique et profondément pragmatique. L'exploration commence. Pendant plusieurs semaines, les navires remontent et descendent la côte, cartographient les estuaires, notent les profondeurs, observent les terres qui s'étendent à l'intérieur. Ce que les Français découvrent est à couper le souffle. Pas au sens d'un paysage de carte postale, mais au sens d'une abondance presque déstabilisante. Des forêts de chênes et de pins dont le parfum arrive jusqu'au navire avant même qu'on voie la côte. Des rivières tellement poissonneuses que les hommes racontent, peut-être en exagérant un peu, qu'on peut presque attraper les poissons à la main. Des oiseaux de toutes les couleurs que les naturalistes de l'époque n'ont pas de nom pour désigner. Et dans les villages Timucua, des réserves de maïs, des cultures soigneusement entretenues, une organisation sociale qui surprend les visiteurs européens habitués à penser le Nouveau Monde comme un espace vide en attente d'être rempli. Ce n'est pas un espace vide, c'est un monde plein. Ribaut choisit un endroit, à l'embouchure d'un cours d'eau qu'il nomme la rivière de Beaufort, dans ce qui est aujourd'hui la Caroline du Sud, légèrement au nord de la Floride actuelle. On dresse un poteau de pierre. Les hommes se rassemblent sur la rive, les chapeaux ôtés. Ribaut prononce quelques mots, nous ne savons pas exactement lesquels, mais l'acte est clair. Il prend possession de cette terre au nom du roi de France. Puis, sur le poteau, on grave les armes royales. La France est ici. La France existe sur ce continent. Et pourtant, même en ce moment solennel, quelque chose de singulier se passe. Ribaut ne dit pas seulement que ces terres appartiennent au roi. Il dit aussi, et ses compagnons le comprennent tous, qu'elles seront un refuge. Un endroit où des hommes peuvent pratiquer leur foi sans qu'on leur coupe les oreilles, sans qu'on les brûle en place publique, sans qu'on les chasse de leur maison au milieu de la nuit. Ce mot, refuge, il n'est peut-être pas prononcé à voix haute ce jour-là,
mais il flotte dans l'air parmi ces hommes qui ont traversé l'Atlantique en sachant très bien ce qu'ils laissaient derrière eux. Le fort qu'ils construisent, ils l'appellent Charles-Fort, en l'honneur du jeune roi Charles IX, dont la mère, Catherine de Médicis, gouverne réellement le royaume. C'est un carré de palissade, renforcé aux angles, avec une réserve d'eau, une poudrière, des quartiers pour les soldats. En quelques semaines, il est debout. Pas solide comme une forteresse européenne, les ressources manquent, les outils aussi, mais debout, fonctionnel, présent. Une trace française sur la côte américaine. Ribaut laisse une garnison, une poignée d'hommes. Il leur promet de revenir dans 6 mois avec des renforts, des vivres, de quoi transformer ce poste avancé en véritable colonie. Puis il repart vers la France. Ces hommes le regardent s'éloigner depuis le bord de l'eau, et les chroniques ne nous disent pas ce qu'ils pensent à ce moment, mais on peut le deviner. Seuls dans cette forêt, avec les ressources qu'ils ont, ils vont devoir apprendre très vite à compter sur leurs alliés Timucua. En France, Ribaut arrive dans un pays méconnaissable. La guerre civile a éclaté pendant son absence. Vassy a tout changé. Les routes sont dangereuses, les villes divisées. Coligny lui-même est en position de repli. Ribaut essaie de rassembler des navires, des hommes, de l'argent. Mais dans ce chaos, personne n'a de ressources à consacrer à une colonie lointaine. Mois après mois, le délai s'étire. Les 6 mois promis deviennent 1 an, puis plus encore. À Charlefort, les hommes attendent. Puis ils cessent d'attendre. Leur chef, un certain Albert de la Pierria, devient tyrannique sous la pression. Il fait exécuter un homme pour une raison mineure, en exile un autre sur une île déserte pour s'en débarrasser. La garnison se révolte. Albert est tué. L'homme exilé est récupéré, mais la colonie est brisée de l'intérieur. Les hommes construisent un bateau avec les moyens du bord. Les Timucua leur donnent de la mousse et de la résine pour calfater les joints. Et ils traversent l'Atlantique à bord de cette chose précaire, mourant de soif et de faim, se nourrissant de leurs propres chaussures bouillies, avant d'être recueillis par un navire anglais. Charlefort est abandonné. La première tentative est un échec. Mais Coligny n'abandonne pas les projets aussi facilement. En 1564, une nouvelle expédition appareille. Cette fois, l'objectif est plus précis. Les leçons de l'échec précédent ont été tirées au moins partiellement, et les hommes qui conduisent l'entreprise sont plus nombreux. À la tête de l'expédition, un lieutenant de Ribaut, René de Laudonnière, un gentilhomme du Poitou, compétent, organisé, mais qui traîne avec lui les mêmes fractures confessionnelles qui ont coulé la France antarctique brésilienne. Avec lui, environ 300 personnes, des soldats, des artisans, des femmes. Et parmi eux, comme toujours, des protestants qui espèrent et des catholiques qui tolèrent, dans un équilibre fragile qui ressemble à de la paix seulement de loin. Ils trouvent un endroit, pas à Charlefort, plus au sud, à l'embouchure d'un grand fleuve. Un site élevé, défendable, avec une vue sur la rivière et sur la mer. Les hommes défrichent, taillent des pieux, creusent des fossés. Ils appellent ce lieu Fort Caroline, encore une fois, en l'honneur du roi. Et cette fois, ils ont l'intention de rester. Les premières semaines ressemblent à une promesse. Les Timucua des environs, qui se souviennent de Ribaut et de son respect, accueillent les Français avec bienveillance. Des échanges se mettent en place. De la nourriture locale contre des outils métalliques, des alliances tacites contre des services militaires. Laudonnière est un administrateur sérieux. Il tient des registres, distribue les tâches, essaie de maintenir une discipline sans verser dans la tyrannie. Il a appris la leçon d'Albert de la Pierria. Mais la Floride n'est pas la France. Et Fort Caroline n'est pas Paris. La chaleur, d'abord. Une chaleur humide, écrasante, qui s'abat sur le fort dès le matin et ne lâche pas avant la nuit. Les hommes habitués au climat tempéré de l'Atlantique français souffrent physiquement. Maladies, insolations, blessures qui s'infectent 2 fois plus vite que dans le nord. Puis les vivres commencent à manquer. Les réserves apportées de France fondent plus vite que prévu. La dépendance vis-à-vis des Timucua pour se nourrir crée des tensions. On ne peut pas indéfiniment recevoir sans donner, et ce que les Français ont à offrir en retour se raréfie. Des hommes commencent à murmurer. Des querelles éclatent sur des sujets que l'abondance aurait rendus insignifiants. Et puis surgit la question que personne ne voulait poser à voix haute. Les navires de ravitaillement, où sont-ils ? Laudonnière a envoyé des messages en France.
Des mois passent, rien n'arrive. La France est en guerre avec elle-même, et une petite forteresse de bois dans la chaleur floridienne n'est pas la priorité de quiconque à Paris. Et il y a autre chose. Quelque chose que les Français perçoivent sans vraiment le formuler, comme on perçoit un changement de température avant de comprendre qu'un orage approche. Ces côtes ne sont pas vides d'Européens. Au sud, à moins de quelques jours de navigation, les Espagnols ont des postes, des missions, des intérêts. Et les Espagnols ont un traité, le traité de Tordesillas, qui leur accorde ces terres depuis des décennies. Ils ont regardé Charlefort avec irritation. Ils regardent Fort Caroline avec quelque chose de plus grave. Dans les prières du soir, les protestants de Fort Caroline chantent leurs psaumes en français. La foi qui les a conduits jusqu'ici est la même foi qui les a rendus indésirables chez eux. Sur cette côte lointaine, ils sont libres de la pratiquer, pour l'instant. Dans l'air chaud et moite de la Floride, entre les cigales et les bruits de la forêt, ces voix s'élèvent vers le ciel sans toit d'une église qui n'existe pas encore. Quelque part au sud, sur la mer des Caraïbes, d'autres hommes regardent des documents. D'autres mains serrent des ordres, des brevets royaux, des instructions écrites avec la précision froide de ceux qui savent exactement ce qu'ils vont faire, et pourquoi, et au nom de quelle vérité. Pedro Menéndez de Avilés n'est pas un aventurier. C'est important de comprendre dès le départ, parce que l'histoire a tendance à ranger les conquistadors dans une seule case, celle des hommes avides, impulsifs, incontrôlables. Menéndez ne ressemble pas à ça. C'est un homme d'une carrière militaire longue et disciplinée, comme une lame bien entretenue, avec une loyauté envers la couronne espagnole qui n'est pas de la servilité, mais de la conviction. Il croit genuinement que l'Espagne a reçu une mission divine en Amérique, civiliser, convertir, ordonner. Et que quiconque s'interpose entre l'Espagne et cette mission n'est pas seulement un rival politique, c'est un obstacle à la volonté de Dieu. Le roi Philippe II lui a remis ses instructions au printemps 1565. Elles sont d'une clarté remarquable. Il faut chasser les Français de Floride, il faut détruire leurs établissements, il faut, si possible, faire cela vite et sans laisser de traces qui pourraient alimenter des réclamations diplomatiques futures. Philippe est un homme méticuleux. Il gouverne le plus grand empire que le monde ait jamais connu depuis un bureau à l'Escurial, entouré de papiers, de rapports, de mémoires. Il sait exactement ce que représente Fort Caroline. Une enclave hérétique sur des terres qu'il considère comme siennes. Un précédent dangereux, une infection qu'il faut traiter avant qu'elle ne se propage. Menéndez reçoit ses instructions et y ajoute sa propre ardeur. Il y a dans cet homme quelque chose qui dépasse la simple obéissance. Une intensité religieuse, un sens du devoir qui touche au fanatisme sans jamais tout à fait y basculer. Il a servi sur mer depuis l'adolescence, combattu des corsaires dans l'Atlantique Nord, perdu un fils dans un naufrage quelques années plus tôt et n'a jamais retrouvé le corps. C'est un homme qui a appris que la mer ne rend pas ce qu'elle prend. Et ce qu'il s'apprête à faire en Floride, il le vit non pas comme une guerre, mais comme un nettoyage. Le mot est brutal, mais c'est celui que sa propre époque aurait employé sans hésiter. Sa flotte quitte Cadix en juillet 1565. Elle est imposante. Des dizaines de navires chargés de soldats, d'artillerie, de chevaux, de provisions pour une campagne longue. Menéndez a aussi avec lui des familles, des colons, des prêtres. Il ne vient pas seulement détruire, il vient s'installer. L'objectif est de remplacer Fort Caroline par quelque chose d'espagnol, de permanent, de catholique. Et pour cela, il lui faut d'abord vider le terrain. La traversée est difficile. Une tempête disperse une partie de la flotte, plusieurs navires sont perdus ou endommagés. Mais Menéndez ne détourne pas. Il arrive sur la côte floridienne en août et presque immédiatement, il tombe sur quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Les navires de Jean Ribaut. Ribaut est enfin revenu. Après des années de retard, de guerre civile, d'emprisonnement en Angleterre, une parenthèse particulièrement étrange de sa vie que nous n'avons pas eu le temps de raconter, Ribaut a finalement réussi à rassembler une flotte et à traverser l'Atlantique. Il arrive à Fort Caroline en août 1565 avec des renforts, des vivres, l'espoir. Les colons qui survivaient à bout de force voient ces navires entrer dans la rivière et certains pleurent, selon les récits de l'époque. Laudonnière lui-même, épuisé et malade, se reprend. Pendant quelques jours,
Fort Caroline respire. Puis les deux flottes se trouvent face à face au large, séparées par quelques kilomètres d'eau. Espagnols et Français se regardent. Les signaux s'échangent. On ne tire pas encore, on observe, on jauge. Menendez sait qu'il n'a pas encore l'avantage en mer. Ribaut, lui, a l'avantage en nombre de navires, mais il découvre une réalité que rien ne lui avait montrée. La côte, les bancs de sable, les chenaux. Il décide d'attaquer les navires espagnols mouillés plus au sud. Une décision qui va sceller le sort de tout le monde. Menendez, lui, décide autre chose. Pendant que Ribaut et sa flotte font route vers le sud pour attaquer les Espagnols par mer, Fort Caroline se retrouve dans une situation que personne n'a calculée. Privé de ses meilleurs soldats, privé de Ribaut lui-même, le fort n'est gardé que par ceux qui sont restés. Des artisans, des malades, des femmes, quelques soldats en nombre insuffisant. Et une tempête monstrueuse éclate. Elle disperse la flotte de Ribaut vers les récifs, détruit plusieurs navires, noie des centaines d'hommes. La nature vient de décider du sort de la colonie avant même que les Espagnols aient levé le bras. Menendez le sait, ses éclaireurs le lui ont dit. Il réunit ses officiers. Ce qu'il propose est simple et brutal. Traverser les marais à pied, dans la nuit, pour arriver au fort avant l'aube. Pas d'artillerie, trop lourde pour ce terrain. Juste des hommes, des armes blanches et l'obscurité. Ses officiers lui disent que c'est de la folie. Les marécages sont impraticables. La pluie continue à tomber en rideaux depuis des jours. Les hommes sont épuisés par la traversée, par la tempête, par les montées et descentes sur ces côtes plates et déconcertantes. Un de ses capitaines lui dit franchement qu'il ne répondra pas du succès. Menendez répond qu'il ne lui demande pas d'en répondre. Il lui demande de marcher. Il marche. Pendant 2 jours et 1 nuit, plusieurs centaines de soldats espagnols avancent dans un paysage de cauchemar. Des marécages d'eau noire, des forêts de palmiers nains aux feuilles coupantes comme des rasoirs, une boue qui aspire les bottes et ne les rend qu'à contre-cœur. Ils n'allument pas de feu, ils ne parlent qu'en chuchotant. Ils portent leurs arquebuses sous leur manteau pour garder la poudre sèche. Certains abandonnent, certains se perdent, mais le gros de la colonne avance, guidé par des Indiens recrutés comme éclaireurs, des Timucua qui n'ont pas les mêmes raisons que leurs voisins du Nord d'aimer les Français de Fort Caroline. À l'aube du 20 septembre 1565, ils sont là. Le Fort Caroline s'éveille comme tous les matins, lentement, dans une chaleur déjà lourde malgré l'heure, avec les bruits habituels d'un camp qui sort du sommeil. Une sentinelle est à son poste, mais elle ne voit pas ce qui arrive dans la forêt. Peut-être est-elle fatiguée, peut-être la nuit a-t-elle été longue, peut-être a-t-elle regardé trop longtemps vers la mer, là où les navires de Ribaut devraient revenir, et pas assez vers la terre ferme, d'où personne ne pensait que le danger pouvait venir. Les Espagnols sortent de la forêt en courant. Ce qui se passe dans les minutes suivantes, les témoignages des 2 côtés le racontent, et ils ne divergent pas autant qu'on pourrait le croire. L'attaque est totale, immédiate, sans sommation. Les arquebusiers tirent à travers la palissade. Les soldats escaladent les murs avec des échelles improvisées, sautent de l'autre côté dans la cour du fort, encore à moitié endormis. Les défenseurs, trop peu pour tenir, essaient de résister avec ce qu'ils ont sous la main. Certains se battent, beaucoup fuient par la rivière, à la nage, vers les navires encore à l'ancre. Laudonnière lui-même s'échappe ainsi, blessé, en se hissant à bord d'un bateau avec l'aide de quelques hommes. Le fort tombe en moins d'1 heure. Les morts sont nombreux, des hommes, des femmes, des enfants. Les récits espagnols donnent des chiffres que les récits français contestent, et vice-versa, selon le camp qui écrit l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que le fort brûle, que les couleurs françaises sont arrachées, que les objets du culte protestant, les bibles, les psautiers, les chairs de fortune, sont jetés dans la cour et piétinés. Menendez fait planter une croix espagnole à l'endroit même où le poteau aux armes de France s'était dressé. Le geste est délibéré, ostentatoire. Il ne s'agit pas seulement de gagner un fort, il s'agit d'effacer une présence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue sur la plage, quelques semaines plus tard, quand les survivants de la flotte de Ribaut commencent à se rendre. La tempête avait tout dispersé. Les navires de Ribaut s'étaient fracassés sur les récifs au sud de Fort Caroline. Des centaines d'hommes avaient réussi à gagner la côte à la nage, épuisés, sans armes, certains blessés. Ils se retrouvaient en groupe clairsemé sur cette plage plate et hostile, avec la mer d'un côté et la Floride inconnue de l'autre.
nulle part où aller. Rien à manger, pas de navire. Menendez apprit leur présence. Il envoya un émissaire proposer une reddition. Ce qu'il promit exactement, c'est là que les sources divergent profondément. Les survivants français diront plus tard qu'il avait promis d'épargner leur vie. Les sources espagnoles sont beaucoup plus vagues sur ce point, et Menendez lui-même, dans ses lettres à Philippe II, ne prétendit jamais avoir fait une telle promesse. Il écrivit simplement qu'il avait reçu les Français à sa miséricorde, ce qui, dans la langue diplomatique du XVIe siècle, ne voulait pas nécessairement dire que cette miséricorde allait dans la direction que les Français espéraient. Les prisonniers furent amenés devant lui, les mains liées derrière le dos, par groupes. On les fit marcher jusqu'à un endroit que les Espagnols appelèrent Matanzas, ce mot qui en castillan signifie tout simplement les tueries. Ce nom est resté. L'innet de Matanzas existe encore aujourd'hui, sur la côte de Floride, à quelques kilomètres de Sainte-Augustine, que Menendez venait de fonder comme capitale espagnole de la région. Les touristes passent devant ce nom sans toujours savoir ce qu'il recouvre. Ce que Menendez fit ensuite, il le fit en 2 temps. Un premier groupe de Français fut massacré sur la plage. Puis Ribaut, lui-même, arriva avec un second groupe quelques semaines plus tard. Il demanda à parler à Menendez en personne et l'Espagnol accepta. Ribaut se présenta avec une dignité que même les récits espagnols reconnaissent. Il ôta son chapeau, parla calmement, dit qu'il remettait sa vie entre les mains de Menendez comme entre les mains de Dieu. Menendez l'écouta. Puis, il fit lier Ribaut et ses hommes et les fit conduire derrière les dunes. Ce que Ribaut avait dit, cette phrase sur remettre sa vie à Dieu, est restée dans les archives. On ne sait pas si Menendez a répondu quelque chose à ce moment, mais on sait ce qu'il fit ensuite, et on sait ce qu'il écrivit à Philippe II après. Il écrivit que ce qu'il avait fait était un service rendu à Dieu et au roi, dans cet ordre. Sur les corps des prisonniers exécutés sur la rive, Menendez fit accrocher un écriteau. Quelques mots en espagnol, tracés à la hâte sur un morceau de bois. Ces mots ont traversé les siècles parce qu'ils condensent avec une précision terrifiante la logique d'une époque entière. Pas comme français, mais comme luthérien. Prenons le temps d'entendre ce que cette phrase signifie vraiment, parce que c'est vertigineux quand on le comprend pleinement. Menendez ne tue pas des ennemis de l'Espagne, il ne tue pas des agents de la France rivale, il ne tue pas des intrus sur des terres espagnoles, il tue des hérétiques. La nationalité ne compte pas, ou plutôt, elle compte beaucoup moins que la confession. Ces hommes auraient pu être espagnols, italiens, flamands. S'ils avaient été catholiques, le problème aurait été différent. Mais ils sont protestants. Et pour Menendez, pour Philippe II, pour la logique catholique de ce moment précis de l'histoire, c'est cela qui les met hors de la protection que l'on accorde à un ennemi ordinaire. Un ennemi ordinaire, on peut le traiter avec les règles de la guerre, l'échange de prisonniers, la rançon, la capitulation honorable. Ces règles existaient, elles étaient reconnues entre nations chrétiennes. Mais luthérien, ce mot fonctionnait comme une exception, comme une mise hors la loi qui précédait toute autre considération. Ces hommes ne sont pas seulement du mauvais côté d'une frontière, ils sont du mauvais côté d'une vérité absolue, et cette vérité absolue suspend les règles ordinaires. Ce raisonnement n'est pas inventé par Menendez, il est dans l'air du temps. Les conflits confessionnels qui déchiraient la France, les Pays-Bas, l'Angleterre depuis des décennies, reposaient exactement sur cette logique, que la différence de foi crée une altérité radicale plus profonde que la nationalité, plus profonde que l'appartenance à une même humanité. Ce que Menendez fait à Matanzas, les catholiques et les protestants français le feront les uns aux autres pendant les décennies suivantes. La Saint-Barthélemy n'est qu'à quelques années de là. En 1572, les catholiques massacreront les protestants dans les rues de Paris, avec la même certitude tranquille d'agir au nom de Dieu. Ce qui rend pourtant le massacre de Matanzas singulier, distinct des violences intérieures européennes, c'est la géographie. Ces hommes sont morts sur une plage de Floride, sous un ciel américain. Ils avaient traversé un océan entier, précisément pour fuir ce genre de mort. Ils avaient construit un fort, planté une croix, noué des alliances, cultivé des jardins. Ils avaient cru, naïvement peut-être, désespérément certainement, que la distance pouvait créer une séparation entre eux et la haine confessionnelle qui consumait leur continent d'origine.
La distance n'avait pas suffi. Ce n'est pas qu'une fracture religieuse avait traversé l'Atlantique avec eux, c'est qu'elle les avait précédés. Dès que la nouvelle de Fort Caroline était parvenue en Espagne, elle avait été reçue non comme un problème géopolitique, mais comme un problème religieux. Une enclave de luthériens en Amérique. L'expression revenait dans les correspondances diplomatiques comme une formule presque magique, un raccourci qui rendait inutile toute autre explication. Les psaumes chantés le soir dans le fort de bois avaient résonné jusqu'à Madrid. Et Madrid avait répondu. Il faut dire aussi ce que Coligny fit, ou plutôt ce qu'il ne put pas faire. Quand les nouvelles de Fort Caroline arrivèrent en France, il était furieux. Il demanda au roi de réclamer réparation auprès de l'Espagne. Catherine de Médicis fit des démarches diplomatiques. L'Espagne répondit avec la politesse froide de ceux qui savent qu'ils n'auront pas à rendre de compte. Philippe II renvoya les réclamations françaises en rappelant que Fort Caroline était sur des terres espagnoles, que des hérétiques n'avaient pas de protection internationale, que Menendez avait agi dans le strict cadre de ses instructions royales. La France était trop affaiblie par ses propres guerres intestines pour pousser l'affrontement au-delà des mots. Personne ne fut puni, personne ne paya. Ou presque. Un Français du nom de Dominique de Gourgues, catholique lui, pas protestant, et c'est précisément ce qui rend l'histoire intéressante, décida de son propre chef, quelques années plus tard, de venger le massacre. Il arma 3 navires à ses propres frais, traversa l'Atlantique, s'allia avec des Timucua qui gardaient une rancœur vivace contre les Espagnols qui avaient remplacé les Français, et s'empara du fort espagnol construit sur les ruines de Fort Caroline. Ces prisonniers espagnols furent pendus aux mêmes arbres. Sur leur corps, il fit accrocher un écriteau. Pas comme espagnol, mais comme meurtrier et traître. Le geste est calculé, miroir parfait de celui de Menendez. Mais de Gourgues n'était pas un huguenot vengeur, il était catholique. Ce qu'il vengeait, ce n'était pas la religion de ses compatriotes massacrés, c'était leur nationalité. Ce n'est pas comme Français qu'ils étaient morts, mais c'est comme Français qu'ils les pleuraient. Dans la tension entre ces deux écriteaux, entre ces deux façons de nommer les morts, toute la tragédie de ces années se tient. La France antarctique et Fort Caroline ne sont pas simplement 2 colonies qui ont échoué. Ce sont 2 preuves que la fracture du XVIe siècle n'était pas seulement un conflit de princes ou une querelle de théologiens enfermés dans leur bibliothèque. C'était une force capable de détruire des projets entiers avant même qu'ils aient eu le temps de prendre racine, capable de contaminer une jungle brésilienne et une côte floridienne, de transformer des hommes qui cherchaient la liberté en victimes des mêmes chaînes qu'ils avaient fuies. Coligny mourra assassiné en août 1572, dans la nuit de la Saint-Barthélemy, à Paris. Villegagnon mourra dans son lit, en France, après avoir publié des pamphlets violemment anticatholiques, puis violemment anticalvinistes. Jusqu'au bout, l'homme aura été impossible à classer. Jean de Léry survivra à tout, témoignera des guerres de religion avec des yeux qui avaient vu le Brésil, et mourra vieux, ayant écrit le livre qui lui a survécu. Ribaut ne vit pas l'automne 1565, et l'Amérique, cette Amérique que la France avait failli rendre française, devint autre chose. Anglaise, espagnole, portugaise, néerlandaise. Puis indépendante, puis globale, puis ce qu'elle est aujourd'hui. Le continent ne parle pas français. Cette histoire est la réponse à ce pourquoi, et elle ne tient pas dans une bataille, ni dans une erreur de stratégie, ni dans un manque de courage. Elle tient dans 2 mots gravés sur un écriteau au bord de l'eau, sous un ciel de Floride, à l'automne 1565. Pas comme français, mais comme luthériens. Ce sont les mots qui ont dit qui pouvait vivre et qui devait mourir, en Europe comme en Amérique, à Paris comme à Matanzas. L'océan n'avait pas changé la question, il avait seulement changé le rivage.